Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents dès ce samedi matin. La Grande Loge de France est heureuse de vous accueillir. Je suis le grand maître de cette obédience, une obédience de 780 loges, 28 000 membres, qui entretient avec l'ensemble des obédiences françaises les plus connues d'excellentes relations et dont certaines nous font le plaisir de leur présence. J'ai le plaisir de saluer la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. J'ai le plaisir de saluer le grand maître de la Fédération française du droit humain. Et j'ai le plaisir de saluer des frères et des sœurs d'autres obédiences du Grand Orient de France, de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Merci à eux d'être présents et merci à vous tous de votre présence ce matin. Ce colloque qui est organisé par la Grande Loge de France est organisé avec le parrainage de Madame Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure, si l'actualité nous le permet, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, dont je dois souligner que lorsque je lui ai parlé de ce projet au mois de septembre dernier, septembre ou octobre, il a été immédiatement d'accord et intéressé par une intervention, car ce sujet, selon lui et selon nous, est au cœur d'une réflexion que nous devons mener en ce XXIe siècle qui ne vient pas de s'ouvrir, mais qui est encore assez jeune, et au cours duquel il va probablement falloir, pour tous, reposer la question des fondamentaux sur lesquels nous avons bâti notre culture, notre civilisation, notre société. De la vérité des savoirs à la vérité des actes. Le sujet est ambitieux. Pourquoi la Grande Loge de France organise-t-elle un colloque qui a pour titre de la vérité des savoirs à la vérité des actes? La vérité des savoirs, il faut modérer l'ambition de la formule. Il n'y a pas une vérité des savoirs, il y a des savoirs et des vérités qui bougent d'ailleurs, des vérités biodégradables, on le sait bien. Et pourquoi une vérité des actes? Eh bien parce que tout simplement, à partir de la vérité des savoirs, il s'agit de bâtir la vérité de nos comportements éthiques et moraux dans ces sociétés évolutives qui sont les nôtres. Et les frères de la Grande Loge de France, je ne peux me permettre de parler que pour la Grande Loge de France, sont les héritiers de 3 siècles d'histoire, ou à peu près, et leur démarche est une aventure qui s'appuie sur des valeurs de progression intellectuelle, éthique et spirituelle. Intellectuelle, pourquoi? Parce qu'ils veulent progresser en connaissance et en conscience, sans toutefois que leur démarche puisse jamais être confondue avec une approche philosophique, scientifique ou religieuse, qui sont des approches toutes légitimes, passionnantes dans leurs domaines respectifs, mais qui relèvent d'un autre projet que la démarche initiatique que nous prônons. Notre démarche initiatique s'autorise bien entendu à aller puiser aux richesses de ces domaines, mais sans jamais vouloir y être réduite ou annexée. Démarche éthique également, car elle est marquée par une volonté d'ouverture aux autres, une volonté d'ouverture à l'altérité dans son sens le plus large, humaniste, respectueuse du libre choix de la personne humaine, de la liberté de conscience, par conséquent, bien entendu, au-delà des libertés formelles et civiles qui caractérisent nos sociétés, et de son intégrité physique, psychique, intellectuelle, morale et spirituelle. Nous respectons toutes les formes de pensée qui respectent la liberté des êtres humains. Nous sommes ainsi portés à dialoguer avec toutes ces formes de pensée, et le 20 janvier dernier, nous avons invité dans le grand temple de la Grande Loge de France les représentants des grandes religions présentes en France, les différents monothéismes, mais également des représentants de la religion bouddhiste, sur le thème « Paroles croisées ». Cela signifie-t-il que la Grande Loge de France serait engagée dans une démarche de promotion de valeurs religieuses exclusives? En aucun cas, les frères de la Grande Loge de France sont croyants ou non croyants. Ce qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à faire, c'est vouloir imposer leurs croyances, leurs convictions de manière brutale ou même non brutale à ceux qui ne voudraient pas y entrer. Nous sommes
dans une démarche de dialogue et non pas dans une démarche où il s'agit d'imposer des convictions, car c'est du dialogue que naît la véritable richesse du vivre ensemble. Et puis nous sommes dans une démarche spirituelle, car les maçons de la Grande Loge sont les tenants d'une élévation et d'un dépassement, soucieux de ne pas se limiter à la seule dimension physique, biologique, neurobiologique de l'être humain, et marqués par la volonté de donner du sens à leur existence, se refusant ainsi de se contenter du matérialisme et du consumérisme dominant de notre époque. Je me dois de souligner ici que nous allons dédier cette journée, et nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Pierre Dupuy. Monsieur Dupuy, pas de problème, personne ne vous a vu rentrer. Bienvenue à vous. Nous allons dédicacer et dédier cette journée à Pierre Simon. Pourquoi Pierre Simon ? Il fut grand maître de la Grande Loge de France pendant 4 années, avec une période d'interruption de 1 an ou 2 ans. Et Pierre Simon, qui est médecin de formation, originaire de Metz d'ailleurs, comme moi, je me plais à le souligner, aurait voulu être avec nous aujourd'hui, mais il ne peut pas être présent parce que sa santé aujourd'hui, il a 83 ans, ne lui permet pas de l'être, mais il m'a demandé d'adresser à tous une fraternelle et amicale salutation. Il a été conseiller de Mme Simone Veil à l'époque où elle fut ministre de la Santé. Il a été un des initiateurs de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et dans les années 70, il a travaillé avec Lucien Neuwirth sur le planning familial. Et il est un des auteurs des premières lois sur la contraception. Il a par conséquent, en tant que scientifique et en tant que maçon de la Grande Loge de France, contribué à faire évoluer notre société vers plus et mieux. Plus ne suffit pas, il faut le mieux aussi. Et je me plais à souligner également qu'il a créé, il y a 2 ans, le prix Éthique et Société Pierre Simon, qui place au centre de sa démarche le concept de vie et d'éthique comme vision philosophique générale de la valeur de l'être humain. Ce prix distingue des travaux de recherche universitaire développés dans les différents domaines de l'éthique. Il distingue également un ouvrage publié dans les 2 années qui viennent de passer, significatif d'approche et d'analyse, relevant de la réflexion et de recherche sur ces domaines. Il distingue également une initiative marquante de l'année, action, œuvre, contribuant à la sensibilisation de la société aux enjeux de l'engagement éthique. Ce sont 3 prix, par conséquent, d'un montant de 3 000 €. Et le comité de ce prix est composé de membres comme Henri Caillavet, franc-maçon, que vous connaissez peut-être, qui est sans doute un des plus anciens maçons de France, car je crois qu'il a été initié il y a 72 ou 73 ans. Oui, tout à fait. Marina Carrère-Dancos, Michel Simès, Emmanuel Hirsch, Arnold Munich, Lucien Neuwirth, Jean-Christophe Ruffin, Perrine Simon-Naoum et d'autres, j'en passe et des meilleurs. Je vais passer la parole dans quelques instants à nos invités que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et qui nous font l'honneur de leur présence, pour dire un mot simplement sur la thématique telle que nous l'avons souhaitée de cette journée. Nous démarrons sur les dogmatismes antiscientifiques contemporains. Alors pourquoi ? Nous continuons par la question « Faut-il avoir peur de la science ?» Et nous terminerons cet après-midi par la volonté de se donner des pistes pour gérer sur le plan éthique ces exceptionnels progrès scientifiques et techniques qui caractérisent nos sociétés. L'être humain, manifestement, a du mal à résister à ces tentations. Il a, au fond, une obsession, parmi d'autres, qui est de percer le mystère de la création. Les religions, la morale, les philosophies l'ont guidé longtemps dans cette quête métaphysique. Aujourd'hui, il a franchi une frontière qu'il s'évitait de toucher jusqu'à présent. C'est en quelque sorte le triomphe de Nietzsche, qui est l'auteur de cette formule que vous connaissez peut-être et qui caractérise bien sa réflexion dans ce domaine. Je le cite : « Le jugement moral
appartient, tout comme le jugement religieux, à l'ignorance. Eh bien, nous ne sommes pas les tenants d'une telle position. Pour percer le secret de sa vie, voici l'homme capable de réaliser, par la manipulation de sa mécanique la plus intime, le plus formidable tour de force de son histoire. Les manipulations, en général, lui donnent un pouvoir quasi divin de définir et de maîtriser son destin. Maîtriser son destin, voilà une curieuse formule, car le destin a pour définition de ne pas être forcément maîtrisable, tant il s'impose à nous. Mais il s'agirait de maîtriser son destin comme on pourrait régler une machine à commande numérique en ajustant tous les paramètres qui servent à la faire fonctionner en son état présent et futur. Je dirais qu'il y a là comme le progrès d'un soleil qui s'effondre dans un abîme. Comment éviter cette catastrophe qui n'est pas annoncée? Je ne crois pas, personnellement, à la catastrophe. J'aurais tendance à penser, comme Francis Fukuyama, que l'être humain finira par récupérer la situation, mais il conviendrait de ne pas le laisser marcher trop longtemps au bord de l'abîme. La science soulève des passions, mais la confiance aujourd'hui au progrès scientifique et technique génère peut-être plus de doutes que de réponses, et en tout cas un peu moins de certitude que par le passé. Nos citoyens, nos concitoyens, même s'ils ne sont pas experts, et je dirais surtout quand ils ne sont pas experts, veulent, et je crois la chose salutaire, veulent sur tous les sujets de plus en plus savoir de quoi on parle. Et nos concitoyens attendent, dans ces domaines, des garanties sociales et politiques. La figure, le mythe du sanctuaire scientifique intouchable et dispensateur de résultats toujours utiles pour tous est aujourd'hui altéré. Il y a d'ailleurs une contradiction intéressante à soulever, c'est que de la science, on en veut à la fois plus et moins. On en veut moins parce qu'on a peur du nucléaire, mais on en veut plus parce qu'on ne refuse pas une thérapie qui le maîtrise. On craint pour l'air que l'on respire, à juste raison, mais on passe son temps arrêté à des feux rouges, moteur tournant. La peur de la science, qui est souvent irrationnelle, devrait se donner les moyens d'avancer plus en connaissance, de façon à ce que ce fossé entre le non-savoir et ce savoir qui se développe à une vitesse exceptionnelle, ce fossé nous permette de gérer les conséquences, et ce sera le sujet de la troisième table ronde. Et en conclusion, pourquoi ces trois titres? Les dogmatismes antiscientifiques contemporains? Eh bien parce que la peur de la science, la peur des résultats qu'elle a générés, a suscité le développement d'une anti-science. Je l'utilise et j'utilise ce terme à dessein, même s'il est provocateur, car on assiste de plus en plus aujourd'hui à des postures de plus en plus régressives, des fondamentalismes, des retours vers des philosophies, je mets entre guillemets New Age, confondant les causes et les effets, les objectifs et les moyens, le tout et sa partie, le créationnisme, des spiritualismes super ésotériques prônés par des gourous installés sur les petits nuages roses ou bleus de la rentabilité commerciale de leur business. Et puis d'un autre côté, l'antiscience d'un côté, et puis d'un autre côté, l'hyperscience, c'est-à-dire la possibilité de créer aujourd'hui du vivant ex nihilo, et s'il n'est pas créé ex nihilo, de l'objectiver, de le transformer en objet, de le machiner ou de le machiniser, pardon pour le néologisme, de le transformer en machine, et les choses seront évoquées, entre ces deux récifs sur lesquels l'échouage nous est interdit, car il aurait des conséquences bien plus dramatiques que la douce arrivée sur une plage de sable fin. Il convient à ces pilotes que nous sommes tous de trouver le passage pour un navire dont les humains seuls ont le pilotage. Il reste à régler notre GPS pour que sa précision passe du mètre
au millimètre, car c'est de millimètres qu'il s'agit. Je termine sur la catastrophe. Je ne crois pas qu'elle soit là. Mais pour éviter d'avoir à l'affronter un jour, autant anticiper les conséquences de ce que nous choisissons aujourd'hui pour n'avoir pas à la gérer demain. Annoncer la catastrophe est facile. Pour quelle raison ? Parce qu'on est gagnant dans les deux cas. Si elle se produit, il est facile ensuite de tourner sur la place en disant « je l'avais bien dit ». Et si elle ne se produit pas, de tourner sur la place en disant « c'est parce que je l'avais dit qu'elle ne s'est pas produite ». Eh bien, je crois, mesdames, messieurs et chers amis, si nous voulons transformer et continuer de vivre la construction de l'humain comme un projet, il s'agit en effet de nous donner les moyens de faire en sorte qu'il ne soit pas un jour un destin qui s'impose à nous. Merci à vous, chers amis. Je vais passer la parole